C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est prêt à se mettre une cape et des collants au Comic-Con en ressemblant à ça. Ou ça. What the fuck? Mais calme-toi, Gérard. Essaye pas de t'en cacher. Je sais bien que si je pouvais regarder dans ta mémoire, il y a au moins un moment où ton jeune toi a réussi à te convaincre que t'avais des super pouvoirs. Et c'est normal. On a tous déjà été dans une situation où on était totalement impuissant. Puis c'est exactement dans ces moments-là que ton cerveau commence à te pitcher des scénarios où t'es capable de voler. Où personne peut te toucher, où t'as le contrôle. Sinon, tu vas peut-être rêver d'être hyper fort, ou si t'es plus du genre creepy, peut-être que tu souhaites devenir invisible. Ah, on te voit, inquiète pas. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que les histoires de super-héros, ça parle à tout le monde. Parce qu'au fond, on rêve tous un peu de devenir invincible. Et à première vue, on se fait servir la même chose que dans toutes les autres séries de super-héros. Invincible embrasse totalement son côté cover band de bande dessinée. Pas Hulk du tout. Ça n'a rien à voir avec Iron Man, ça. Et bienvenue à Midnight City, aussi bien dire que Gotham était pris. Puis l'extraterrestre qui vole et qui a une force surhumaine, ni plus ni moins que Clark Mark Grayson, accompagné par son père. Anyways, la série utilise aussi ces références-là de manière satirique, un peu comme dans The Boys, mais somme toute, on pense savoir exactement dans quoi on s'embarque. Sauf que la série attend que tu sois assis bien confortablement pour te glisser un uppercut qui te fait tomber en bas de ton lazy boy. Si t'as pas encore vu la série, je te la recommande fortement et j'ai juste un conseil, reste jusqu'à la fin du tout premier épisode de la première saison et tu décideras après si tu continues. Par contre, mon épisode à moi est davantage dédié à ceux qui ont déjà vu la série, donc abonne-toi pour revenir après l'avoir regardé ou bouge tes oreilles parce que les spoilers s'en viennent. Et pour tout le monde qui reste, je commence avec un éloge de la moustache. À voir aller les Viltrumites, on pourrait penser que se taper dessus a un lien avec la pilosité labiale. Et j'ai fouillé un peu et ça donne que dans l'univers d'Invincible, c'est un rite de passage Viltrumite qui sert à honorer la belle moustache d'Argol et qui symboliserait la force. Mais bon, si vous voulez mon avis, ils font pas le poids devant celle-là. C'est la moustache de Friedrich Nietzsche. Et il est peut-être pas aussi jacké qu'un Viltrumite, mais si les moustaches pouvaient prendre des stéroïdes, je mets ma main au feu qu'elle ressemblerait clairement à ça. Et il y a d'autres moustaches qui sont un peu moins à la mode, qui manqueraient probablement à personne si on s'en départissait. J'ai pas demandé à Asti avoir une moustache. Depuis que je suis né, Asti que je l'ai. Elle est collée à moi, elle est là. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour l'enlever et jouer du maracas? Dans ce cas-là, il y a toujours l'option de la cacher avec une fausse barbe comme Tadus. Je sais pas. Mais là, il y en a sûrement parmi vous qui se disent « Mais où c'est qu'il s'en va avec ses moustaches? Ce sont certes de beaux panaches, mais pourquoi diable veut-il que je m'y attache? » Ben attache ta moustache avec de la broche, mon Gérard, parce que ces trois moustaches-là ont plus de rapprochement que des cousins du Saguenay. Nolan, que vous connaissez aussi comme Omni-Man, c'est un Viltrumite. Une race qui croit dur comme fer que sa force lui donne le droit de dominer l'univers. Les faibles existent pour être conquis ou éliminés. Si t'étais pas assez fort pour survivre, tu méritais pas de vivre en premier lieu. Et si l'idée de créer une race génétiquement supérieure en prêchant la loi du plus fort comme étant le meilleur moyen de faire évoluer l'espèce t'allume pas de petite lumière, je t'annonce que c'était précisément le plan des nazis. Oui. Donc, les Viltrumites sont, sans grande surprise, les méchants de l'histoire et ils portent non seulement l'idéologie des nazis, mais ils ont survécu à des générations de gens hyper violents les uns envers les autres et c'est précisément ce qui leur donne des super pouvoirs. Ils sont devenus non seulement des Superman, mais aussi des surhommes qui représentent tous ce que les nazis glorifiaient. Est-ce que Kanye West était un génie qui a compris les philosophes tout ce temps-là? Ouais, pas vraiment. Le surhomme a bel et bien été emprunté par les nazis à nul autre que ce super moustachu qu'est Nietzsche. Par contre, c'est plus compliqué que ça. Nietzsche avait une sœur qui sympathisait davantage avec le style Charlie Chaplin, mettons. Vers la fin de sa vie, Nietzsche était atteint de démence et sa sœur en a profité pour réécrire et tordre les propos de son frère pour obtenir de l'influence chez les nazis. Ça a donné le gribouillis idéologique qu'on connaît aujourd'hui,
la version de Nietzsche que les Viltrumites vivent à la lettre. Et c'est probablement pas un hasard que Mark, et encore plus Nolan, ressemblent autant à Superman. Superman est lui-même calqué du surhomme de Nietzsche. Sauf que Superman a été créé par 2 auteurs juifs en réponse à la montée du nazisme. Superman, c'est le surpuissant qui choisit de protéger les faibles. De leur côté, les créateurs d'Invincible savaient exactement ce qu'ils faisaient en construisant un sosie de Superman dont le père est un nazi de l'espace. Mark, lui, a grandi sur Terre. Sa mère est humaine, son père est Viltrumite, et il passe 4 saisons à essayer de jongler avec ses héritages contradictoires. Et surtout, il passe son temps à se faire complètement défoncer la gueule, à gérer ses traumas, à culpabiliser, puis à recommencer malgré lui. À tellement de reprises, il a l'air tellement fort, et pourtant, il a tellement l'air faible en même temps. C'est pour ça que ça m'a amené à me demander, est-ce qu'être invincible, c'est suffisant pour être fort au fond? Bon, la première chose qu'on devrait faire, il me semble, c'est de se mettre dans les souliers des Viltrumites. Ben, ceux qui en ont en tout cas. Les Viltrumites, eux, diraient sans l'ombre d'un doute que oui, être invincible, c'est être fort. Et pourquoi pas au fond? Quand je parlais de nos fantasmes d'enfants tantôt, puis je parle pas des pieds à Nolan, je nommais que les super-pouvoirs servent à nous faire rêver que nos faiblesses disparaissent du jour au lendemain. Et dans un certain sens, les Viltrumites ont réussi à répondre à ce problème-là. Trag en est probablement l'exemple le plus extrême du show. Dans le comic, il était déjà terrifiant, mais dans l'animé, il est rendu carrément intouchable. Il se prend un des coups de poing les plus enragés de Mark en plein dans le front, puis il aurait aussi bien pu lui lancer un mouchoir d'en face, je pense pas que ça aurait fait une différence. Pour atteindre cet idéal-là, les Viltrumites ont pris une décision simple, la faiblesse avait plus sa place dans leur espèce. Ils ont laissé survivre les plus forts et ils ont éliminé les autres. Encore et encore pendant des générations, et sur ce point-là, Nietzsche serait pas entièrement en désaccord. Nietzsche critique ce qu'on appelle la morale des esclaves, celle qui valorise la pitié, la miséricorde, qui finit par transformer la faiblesse en vertu. En gros, c'est quand quelqu'un de faible se regarde dans le miroir, puis au lieu de se dire « faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour m'améliorer », il se convainc que c'est pas lui le problème, c'est les autres. Et se donner des médailles pour nos faiblesses, c'est pas de la vertu. C'est du copium. Fait que là-dessus, les Viltrumites puis Nietzsche se serrent la main. La faiblesse pour la faiblesse, ça mène peut-être pas à la meilleure version de nous-mêmes. Puis nous autres dans notre société, qu'on se l'admette ou non, on a tendance à être d'accord avec ça aussi. Après tout, on vit dans un monde capitaliste qui favorise la compétition. Le gars qui est promu au bureau, c'est rarement le plus gentil, c'est celui qui fait des profits. Les entreprises qui s'adaptent pas disparaissent, pis ça, on appelle ça du progrès. Bon, au bureau, y a personne qui va te casser le dos parce que ta présentation PowerPoint était poche, mais la logique derrière, l'idée qu'un système devient meilleur quand il élimine ce qui fonctionne mal, elle est étrangement familière. Là où ça dérape, c'est quand les Viltrumites font la même affaire que les nazis ont fait avec Nietzsche, ils prennent « dépasse-toi » puis ils le remplacent par « domine les autres ». Nietzsche parlait de se battre contre soi-même, de devenir plus que ce que t'étais hier, de créer quelque chose de nouveau avec ta vie, de tout remettre en question. Pas juste d'écraser ce qui est plus faible que toi. Puis la série elle-même le sait. Mais elle nous l'annonce pas avec un super-héros. Elle passe par un des personnages les plus ordinaires de la série, l'humain qui fabrique les costumes et qui tient tête à Omni-Man, Art Rosenbaum. À un moment donné dans la saison 2, il remet en question l'idée que les Viltrumites sont vraiment forts. Il dit à Debbie, et je cite, « J'ai toujours pensé que tu étais la plus forte de vous deux. » En parlant de Nolan et elle, Nolan a des super pouvoirs, il est indestructible. Mais c'est pas ça la force. Ça, c'est avoir la vie facile. Mais toi, tu as une véritable force. Pour vivre avec Nolan et savoir s'imposer face à lui, pour avoir élevé Mark comme tu l'as fait. Bon, il le dit pas comme ça, mais ça veut dire « t'as des couilles plus grosses que la Terre, ma chère ». Et plus tard dans la série, ce type de force-là s'illustre dans le flashback avec Tadus et Trag. On voit des espèces qui balancent tout ce qu'elles ont contre les Viltrumites, puis eux, ils ont l'air de trouver que l'explosion est plus désagréable pour les yeux qu'autre chose. Ils ont absolument aucune chance de gagner contre les Viltrumites. Puis pourtant, elles se rebellent quand même. Tadus voit ça comme la force de caractère que c'est, mais pour Trag, ça change rien au fait qu'elles sont faibles. Il répond à Tadus, et je cite, « On ne les punit pas parce qu'ils nous défient,
On les punit parce que leur faiblesse est une insulte à l'ordre naturel. Et à ce moment-là, on commence à avoir une craque dans le modèle Viltrumite. Parce que Tidus me semble beaucoup plus proche de Nietzsche que Thrag ici. Choisir de se rebeller, sachant pertinemment qu'on n'a aucune chance de gagner, c'est affirmer la vie, c'est choisir la volonté de puissance plutôt que le ressentiment envers les forts. Thrag, de son côté, a été moulé depuis sa naissance pour devenir la machine de guerre parfaite de l'Empire. Il a survécu à l'entraînement le plus brutal que les Viltrumites pouvaient concevoir, il a gagné une guerre civile, puis il pense avoir raison sur tout. C'est pas du dépassement de soi, ça dans le fond. C'est un gars qui a survécu au système, puis qui confond « j'ai pas crevé » avec « j'ai compris la vie ». Si jamais t'as encore un doute sur ce que la série pense des Viltrumites, même Cécile, le gars le plus froid puis pragmatique du show, les appelle carrément des super nazis. Le message est pas vraiment subtil, mais la série fait quelque chose de plus intéressant que juste dire qu'ils sont méchants. Elle montre ce que ça fait de vivre avec cette logique-là carrément dans le corps. C'est là qu'on se tourne vers le protagoniste, Marc. D'un côté, il a la force de son père, et de l'autre, il a les valeurs de sa mère. Deux mondes qui lui demandent des choses incompatibles. Être un Viltrumite, ça veut dire écraser ce qui te menace. Être humain, ça veut dire vivre avec la culpabilité par après. Marc essaye de faire les deux, et pendant un bout, ça a l'air de marcher, jusqu'à temps que ça marche trop bien. À ce moment-là, il vient de gagner contre Gros Cerveau. Il vient de survivre, exactement ce que les Viltrumites appellent être fort. Puis pourtant, c'est pas la face d'un gars qui se sent invincible. C'est la face d'un gars qui commence à comprendre que survivre, ça veut pas toujours dire devenir plus fort. Bon, je reviens au moustachu utilisé à tort et à travers par les deux autres types de moustachus, Nietzsche. Nietzsche a été fasciné par la tragédie, les tragédies grecques en particulier, c'est-à-dire des histoires où le héros est condamné non par ses erreurs, mais par ce qu'il est. Je pense que Marc en est un bon exemple, que ce soit volontaire ou non de la part des auteurs. Est-ce que c'est tragique parce qu'il se fait barouetter plus fort que la Barbie d'une petite fille de 4 ans? Ben oui, c'est dur à regarder des fois, mais non, en soi, c'est pas vraiment une tragédie. Ben d'abord, est-ce que c'est parce que notre héros succombe au mal et à la violence? Mais, ben oui et non. Il me semble, pour moi, que la tragédie avec Marc, c'est pas tant qu'il devient violent, c'est qu'il y avait peut-être aucune chance de pas le devenir. D'un côté, encore une fois, sa mère lui a appris à être humain, à faire attention aux autres, à réfléchir avant d'agir, à se retenir. C'est le genre d'éducation qu'on aimerait tous pouvoir donner à nos enfants. Mais en même temps, Marc grandit avec la violence dans le sang. Il y a des gènes qui viennent d'une espèce qui a passé des millénaires à survivre en frappant plus fort que l'autre. Dans les comics, on apprend même que l'ADN Viltrumite a tendance à prendre de plus en plus de place en grandissant. Je veux pas faire un long développement là-dessus, mais peut-être qu'il y aurait des liens à faire avec la volonté de puissance chez Nietzsche sur ce point-là. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Bref, Marc devient pas juste mentalement tiraillé entre ces deux héritages, biologiquement, la partie Viltrumite pousse et prend de l'expansion en plus. Dans ce sens-là, quand on y pense, on pourrait quasiment lui donner une médaille juste pour avoir passé sa maternelle sans décapiter personne. Puis si on voit Marc sous la loupe nietzschéenne, on pourrait probablement dire qu'il a tous les ingrédients pour vivre la mauvaise conscience. L'idée est assez simple, t'as des instincts, des pulsions, de la violence en toi, puis la société te dit de les retenir. Le problème, c'est que la violence, elle disparaît pas juste parce que tu la retiens. Elle change de direction. Au lieu de sortir vers les autres, elle se retourne contre toi-même. Ça crée la culpabilité, du doute, le sentiment que t'es fondamentalement pas adéquat. Pour Marc, on peut imaginer qu'essayer de retenir toute la violence Viltrumite avec de la bonne volonté, c'est un peu comme essayer de tenir un barrage avec du ruban adhésif. Pis pas du bon vieux duct tape gris en plus. Le petit tape transparent cheap qui se colle juste sur lui-même quand t'essaies de l'utiliser. Et la première fois qu'on voit le barrage craquer, c'est avec Gros Cerveau dans la saison 2. Marc perd le contrôle, pis quand il pense avoir tué quelqu'un, il s'effondre. Il pleure, puis il décompense carrément. Il répète « Je pensais que t'étais plus fort que ça ». Puis après ce moment-là, il passe son temps à se frapper lui-même à coups de culpabilité et il le fait probablement plus fort que n'importe quel vilain aurait pu le faire. Puis pendant toute la saison 3, Marc fait un peu chier à regarder honnêtement parce qu'à chaque fois que quelqu'un lui dit que le mal du monde est de sa faute, il l'accepte.
même quand ça a objectivement zéro rapport. Il est comme « Ouais, c'est peut-être moi pareil ». À un moment donné, quand il y a le champion débile qui fait sauter sa femme puis son kid pour sa vengeance contre le meurtre de sa sœur qui a été tué accidentellement à Chicago, je sais pas pour toi, mais moi je me grattais les tempes solides là, quand Mark acceptait que leur mort était sur sa conscience. Rendu là, excuse-toi donc pour la météo et le fait que Mercure est en rétrograde, Saint-Grême. Et enfin, à la toute fin de la saison, Conquest arrive. Là, le registre change. Conquest est le Viltrumite qui prend plaisir au combat. Il tape et il se fait taper, et tant que ça lui donne un défi, il est content. Mark passe l'épisode à se faire arracher la gueule, jusqu'au moment où Eve meurt, elle revit et sauve Mark, mais là, Conquest se vante de vouloir la tuer après. Et là, il y a quelque chose qui switch chez Mark. Les coups de tête de Mark sont tellement intenses qu'on dirait la massue dans les jeux de fête foraine, sauf que là, il n'y a pas de toutou à gagner à la fin. Tout ce qui était retenu derrière le barrage sort en explosion. Et après tout ça, on prend Mark à dire qu'il n'hésitera plus à tuer quiconque menace ses proches. Le slogan traditionnel du super-héros de protéger les innocents a un peu pris le bord. Et il commence à utiliser une logique utilitariste pour justifier sa violence. À la saison 4, il passe proche de tuer Titan pour avoir laissé Oliver participer à sa vendetta contre Monsieur Liu, le gros dragon qui fait chialer tout le monde à cause que le power scaling fait pas de sens dans l'émission. Et l'épisode d'après, il va redonner son costume à Art. Puis si on recule un peu, il faut se souvenir que Art lui avait donné un costume d'Invincible plus sobre au moment où il a fabriqué le costume d'Oliver. Les auteurs ont nommé que ce changement-là aurait été un peu analogue au costume de Venom dans Spider-Man, un moment plus dark, plus traumatisant, plus lourd, son moment Sasuke dans le fond. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a retrouvé son ancien costume à l'épisode 4 de la saison 4. L'épisode qui a probablement été le plus haï par les fans, celui où il s'en va en enfer. Mais moi, quand je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'il jouait un rôle précis dans l'arc narratif de Mark. Bon, je vous l'accorde qu'à regarder, c'était pas l'épisode qui me faisait le plus tomber en bas de mon lazy boy, mais il y a une fonction que plusieurs ont manqué, je pense. Si je retourne à mon idée que Mark est un personnage plus nietzschéen qu'on pense, on pourrait dire que dans cet épisode-là, il vit son moment de « Dieu est mort ». Nietzsche critiquait le christianisme parce que sa morale nous amenait justement à avoir une mauvaise conscience comme Mark, puis le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas de Dieu, c'est ça qui nous pousse à créer nos propres valeurs, à se libérer des fardeaux posés sur nous par la société. Et dans cet épisode-là, Mark apprend qu'il y a un enfer, quoique c'est bien différent que l'enfer des chrétiens, mais il semble pas y avoir de paradis. C'est ça sa conclusion du moins dans l'épisode. Donc il n'y a pas de jugement divin qui va lui dire si ce qu'il a fait était bien ou mal. Et pour Mark, on dirait une libération. À la fin de cet épisode-là, j'ai eu l'impression qu'il était purgé de ses péchés, de sa culpabilité et avec eux, de sa mauvaise conscience. Mais bon, ça veut pas dire que ses malheurs sont terminés. Non. Parce qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la saison, il se ramasse dans des situations tellement désespérées qu'on compte même plus le nombre de fois où il aurait dû mourir sur nos mains. Rendu là, je sais pas si je trouve les capacités Viltrumite vraiment impressionnantes ou si c'est juste un plot armor avec de l'acier encore plus trempé que celui d'Eve. Mais survivre, évidemment, ça veut pas dire de rester intact. Parce que quand on le retrouve à la fin dans le dernier épisode, c'est pas un héros triomphant qu'on voit. C'est un gars avec un sérieux stress post-traumatique qui voit tout le monde avec qui il parle se faire exploser par Trag. Et soit dit en passant, là-dessus j'ai vraiment aimé la fin de la saison. Il y a un gros what the fuck quand Trag apparaît, puis Mark réagit exactement comment il aurait dû réagir si vous voulez mon avis. Parce que ça lui donne un arc de personnage tragique. Un Viltrumite dans cette situation-là se bat, même s'il a aucune chance. C'est ce que Trag aurait fait, foncer la tête première dans le mur parce que c'est ce que les forts font. Mais Mark, lui, accepte le deal. Puis qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous avez vu comment il a littéralement aucune chance contre Trag? Ça a l'air d'être un abandon. Mais abandonner et accepter, c'est pas toujours la même chose. Nietzsche avait un concept pour ça, l'amor fati, l'amour du destin. C'est regarder ta vie en entier avec toute la souffrance, toutes les violences, tous les moments où tu aurais voulu que ça soit différent et dire « Je prendrais la même chose encore parce que c'est ce qui m'a forgé. »
Et Marc finit la saison en n'étant peut-être pas l'idéal de la force de son héritage Viltrumite, mais il termine avec la force d'admettre qu'il a besoin d'aide et de demander qu'un professionnel lui vienne en aide pour ses traumas. C'était Sagax, et si vous souffrez, n'hésitez pas à faire appel au commanditaire de cette vidéo, BetterHelp. Ben non, c'est pas vrai, mais pour vrai, admettre qu'on n'est pas invincible, c'est peut-être l'une des plus grandes preuves de force que vous pouvez faire, donc si ça va pas, parle-en à quelqu'un, laisse un commentaire et fais quelque chose. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Sagax, et je vous souhaite que la force soit avec vous, mais pas nécessairement celle qui vous rend invincible.